Bonsoir. L'Algérie, membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, et dont le mandat touche à sa fin, a approuvé le plan de paix pour Gaza, dont se revendique personnellement le président Donald Trump. Après le vote, et pour justifier cet alignement avec le plan américain, sans une quelconque réserve, et alors pourtant que les factions palestiniennes s'y opposent très fortement, le ministre des Affaires étrangères algérien, avec l'habituelle langue de bois et les contournements verbeux qui caractérisent le discours du système algérien, a déclaré en substance que cet engagement s'est distingué par la fidélité de l'État à l'identité et à l'histoire de l'Algérie, à ses appartenances arabes, islamiques et africaines, ainsi qu'aux valeurs et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Il n'a pas craint, non plus, de citer avec un culot phénoménal les avancées notables de la diplomatie algérienne, nous dit-il, sur la question du Sahara occidental, les pays du Sahel et d'autres dossiers prioritaires qui ont connu, selon lui, des développements significatifs sur la scène internationale. Rien que ça. Il a affirmé que l'Algérie, en votant en faveur de la résolution américaine, s'est inscrite dans une démarche réfléchie sur plusieurs considérations objectives. Et ainsi de suite, dans une logorée où pointe l'absence de conviction, le plus grave est qu'il n'a pas craint d'affirmer que le soutien algérien s'est fondé sur le fait que cette résolution répond aux priorités urgentes qui se sont imposées à la communauté internationale après l'agression israélienne contre Gaza, tout en préservant, nous dit-il, les principes fondamentaux de la solution sur la question palestinienne, au moment où les factions palestiniennes, rappelons-le, les plus représentatives du peuple palestinien, ont massivement rejeté et dénoncé ce plan, considérant avec une grande gravité que ce projet représente un danger majeur, ce sont leurs propres termes, et qu'il ouvre la voie à une ingérence internationale qui privera de facto les Palestiniens du contrôle sur leur propre territoire. Il dénonce ce qu'il considère comme un plan imposé de l'extérieur et contraire aux aspirations nationales. Ils accusent Washington de vouloir contourner la souveraineté palestinienne en instaurant un système de gestion administrative sans légitimité locale. Certaines, plutôt, parmi ces factions palestiniennes considèrent cette initiative, et là je cite leurs propres termes, comme une nouvelle forme d'occupation qui se donne la justification de la stabilisation internationale, opérée cette fois-ci sous couvert de stabilisation internationale, répète-t-il. Rappelons que ces groupes palestiniens ont appelé les États membres du Conseil de sécurité, en particulier les pays arabes, à rejeter le projet américain. C'était avant le vote. Et c'est dire, et c'est rappeler aussi, que les arguments du ministre des Affaires étrangères algérien sont aux antipodes des aspirations palestiniennes. Avec nous, aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir notre ami Ibrahim Younsi, analyste politique, ancien journaliste, parmi les premiers journalistes du pays, Idir Wondoren, qu'on ne présente plus, lui-même est lui aussi analyste politique,
qui a côtoyé le monde politique de l'opposition algérienne pendant ce qu'on pourrait qualifier le printemps politique de l'Algérie après 1988. Mes chers amis, marhaba bikoum. Même avant. Et même avant. Avant, hein, il faudrait qu'on en parle. Un jour. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que vous en pensez, Sibrahim? De cette du vote, d'abord du vote algérien. Autant je considère que le non-vote de l'Algérie à la dernière séance du Conseil de sécurité, parce que par ce geste de non-vote, l'Algérie délégitimait de façon claire la résolution. Alors que l'abstention l'engageait, c'est-à-dire qu'elle s'abstient, mais S'abstenir de facto sans prononcer le mot d'abstention. d'une certaine manière, mais ça, pour moi, ma lecture est que l'Algérie n'est pas partie prenante. Oui. Elle s'est retirée et délégitime en même temps la résolution, la première résolution. D'accord. Et cette résolution qui vient d'être votée, est votée par l'Algérie. Oui. C'est un vote algérien qui participe quelque part de la crainte. Je crois que les autorités algériennes du moment ont une peur bleue de Donald Trump. D'une éventuelle saute d'humeur ou de mécontentement de M. Donald Trump. Parce que l'Algérie a quand même le pouvoir d'Alger, qui du reste gère mal, très très mal la politique étrangère. Voilà, catastrophe dans ce domaine. Bon, il y a d'autres domaines qui sont catastrophiques, mais sur la politique étrangère, et il faut le dire, l'Algérie a toujours brillé. Oui. Sur le plan de la politique étrangère, il y a toujours eu soit des ministres qui étaient offensifs et qui maîtrisaient les dossiers, tous les dossiers, notamment Abdelaziz Bouteflika, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Il faut le dire. C'est vrai. Et Ben Yahya. Des négociations déjà avec durant les accords d'Évian. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Il y avait une tradition, on va dire. Oui. Oui. Et puis il y a eu une espèce de un peu de retrait, de timidité de la politique étrangère de l'Algérie pour arriver à la catastrophe à laquelle nous assistons malheureusement. Mais ce n'est pas ce que dit le ministre des Affaires étrangères qui justifie ce vote en disant la politique algérienne étrangère au Sahel, il dit même au Sahel, où c'est la Bérésina. Il dit sur la question sahraoui, où c'est la Bérésina pour le régime. Où il dit dans tous les dossiers brûlants du monde où l'Algérie, c'est. Alors que c'est le contraire. Ça a été la faillite totale de la diplomatie algérienne depuis que M. Tebboune est là. C'est là la différence entre Abdelaziz Bouteflika et Abdelmajid Tebboune. Abdelaziz Bouteflika, dans son fauteuil roulant, malade, etc., menait une politique étrangère par le silence. Oui. Il menait la politique étrangère par le silence, d'une certaine manière. Ça le servait, ça servait même le pays. Mais la position de l'Algérie sur un certain nombre de dossiers restait inchangée. Aujourd'hui, nous avons fait un virage à 180 degrés du point de vue de la politique étrangère. Et puis, parce que, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan de la politique étrangère, de la politique extérieure, il y a des exigences. Il y a des exigences internes qui, à un moment donné, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui sur la politique étrangère, peuvent ébranler le pouvoir. Et ce vote, aujourd'hui, qui est aussi une exigence, ce n'est pas un vote volontaire, ce n'est pas volontairement que l'Algérie a voté. Déjà. Pas du tout, pas du tout, justement. Ce n'est pas souverain. L'Algérie, ou le pouvoir d'Alger, n'a pas voté en toute souveraineté cette résolution. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes et des exigences, et ce pouvoir a peur de tomber et a besoin du soutien, notamment de Washington. Indépendamment de ça, c'est qu'à travers de ce que dit Ibrahim, c'est que vu notre isolement, qui est factuel,
même par rapport aux grandes puissances, par rapport à la Russie, qu'on peut comprendre, ne serait-ce que pour l'histoire du Mali, comment les troupes de l'Africa Corps, si ce n'est en accord ou pas en accord avec l'Algérie, il faudra qu'ils s'en expliquent, laissent Bamako encerclé. Il organise même la pénurie, il organise la famine. Et les Russes n'arrivent pas à... Le camoufler à Tebboune lorsqu'il a invité Traoré et qu'il a complètement ignoré M. Tebboune. Pour revenir au fait que l'Algérie n'ait pas voté concernant la résolution du Sahara occidental, le fait de voter, c'est qu'elle cautionnait tout le processus et qu'elle était obligée, sachant que le résultat était connu à l'avance, de quoi faire? D'abord, d'assumer son vote. Et de se dire, oui, j'ai perdu, et d'acter sa défaite, quelque part. Ou son mais là aussi, c'était par peur? Oui, voilà. Oui. Là aussi, c'était par peur? Non, c'est pas par peur. Moi, je pense qu'ils ont eu la bonne décision. Je sais, mais sans être militant dans ce cadre-là, hein, je pense que le fait de n'avoir pas participé, l'honneur est sauf et on ouvre une porte. On ne sait jamais. Mais là, on vient de voir, je suppose que c'est une fake news ou pas, où M. Attaf aurait dit, entre guillemets, je m'excuse si c'est une fake, aurait dit, voilà, l'Algérie se propose d'être médiateur entre le Royaume du Maroc et le Polisario. C'est fort de café, moi je trouve. Oui, c'est fort de café. D'autant que l'Algérie a toujours refusé la triangulaire, le format A3. Enfin, ça c'est un autre débat. Oui. Pour en revenir vous avez évoqué lors de votre édito court, je vous félicite pour le côté court, certains groupes palestiniens qui ont essayé, ils ont même, je dirais pas supplié, mais presque, les Algériens en leur disant condamner la résolution. Ils ont donné quelques raisons, évidemment. Pour eux, c'est une nouvelle forme d'occupation, un exemple. C'est une nouvelle forme d'occupation, via une stabilisation internationale. On enlève la souveraineté à Gaza, mais qui dit Gaza dit Hamas. Et là, nous payons quoi dans le cadre... Enfin, nous payons, nous, en tant que citoyens algériens, nous sommes très sensibles à la question palestinienne. Je pense qu'au départ, il y a eu mal donne. On ne peut pas gouverner pas avec un pays bicéphale, Hamas à Gaza et pratiquement Fatah et d'autres formations politiques en Cisjordanie. Ce n'est pas possible d'avoir un gouvernement bicéphale, d'autant qu'on parle déjà d'autorité palestinienne. Ça, c'est un d'État palestinien qui commence à être reconnu en tant que tel. C'est deux gouvernements. Oui, c'est deux gouvernements. Oui, tout à fait. Ça, ce n'est pas possible. Oui. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris... c'est vraiment l'opposé de la révolution algérienne. La révolution algérienne, M. Ben Mehdi, Ben Ramdan et tous les gens qui étaient au congrès de la Soumam, qui étaient au congrès de la Soumam, au niveau de la création du FLN, quand vous arrivez aux portes du FLN, vous qui êtes ULMA, vous n'êtes plus ULMA, vous êtes FLN. Vous qui êtes Parti communiste, vous êtes Parti communiste. Vous qui êtes ulama, vous êtes citoyen. Vous qui êtes... Donc c'était le FLN qui était le représentant unique et légitime du peuple algérien. Vous imaginez, si jamais il y avait eu la crise des accords d'Évian entre l'armée sur certaines questions et qu'on aurait eu des partis politiques à l'intérieur, ça aurait explosé. Oui. Or, l'autorité palestinienne, c'est l'OLP, c'est l'Organisation de la libération de la Palestine. Il y a le FPLP, il y a le FDPLP, il y a le Fatah, il y a Hamas, il y a d'autres formations politiques. Et fatalement, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que l'autorité palestinienne est démonétisée. C'est une autorité autoritaire, c'est une autorité corrompue, mais tous corrompus, où il n'y a pas eu d'élection depuis plus d'une vingtaine d'années, sans compter ce que l'on... Et même collaboratrice quelque part. C'est ce que j'allais dire, elle sous-traite un peu le côté de l'information basique de ses concitoyens à la police israélienne, pour ne pas dire au service de sécurité israélien. Donc cette question, le fait que l'Algérie ait voté, est-ce que vous rejoignez... Il y a eu une pression aussi, parce qu'il me semble que M. Benjamin, il a dit une chose, il a dit... dans les années qu'il y avait un semblant ou une petite chose qui relevait de la souveraineté dans l'annexe pour l'État palestinien. Bon, d'accord, mais quelle a été la pression de ce qu'on pourrait appeler le monde arabe, c'est-à-dire des monarchies du Golfe, sur le vote? Parce que, évidemment, sur l'ensemble du vote, il y a eu 2 abstentions. Et tout le monde a voté pour la résolution. 2 abstentions. D'accord. C'est la Chine et la Russie. Donc voilà. Mais M. Benjamin, que vous citez,
que j'admire beaucoup, moi, personnellement, pour son panache, pour son charisme, sa façon de s'exprimer sur plusieurs langues. Je serais curieux de savoir ce qu'il pense vraiment de cette affaire. Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que foncièrement, il ne peut pas être d'accord avec une telle attitude, comme vous l'avez si bien dit, de terreur. Et ce n'est pas tout le régime, c'est Tebboune. Et je vous pose la question, Idir. Vous pensez, comme M. Brahim, que vraiment c'est la peur au ventre que M. Tebboune a ordonné à ses représentants de voter Moi, je pense que la décision lui a échappé. Je pense que c'est les spin doctors, d'abord. Spin doctors, je dis bien, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères exclusivement. Spin doctors qui sont dans l'état profond, qui ont analysé, parce que ça part aussi de la fameuse résolution dont a évoqué Brahim à propos du Sahara occidental. Ça renvoie aux BRICS, ça renvoie au fait qu'il aille devant M. Poutine en Russie et dire, si vous permettez, M. Poutine, j'aimerais être le médiateur entre vous et l'Ukraine, alors que le conflit russo-ukrainien est un conflit mondial par excellence qui à la limite, nous projette sur un nouveau monde que l'on ne connaît pas encore aujourd'hui. C'est comme quand il a pris la main du ministre des Affaires étrangères saoudien et celle du représentant de l'Iran, et qu'il voulait et que le ministre des Affaires étrangères lui a jeté la main, il lui a dit lâche-moi. C'est quoi ce bricolage? Alors, derrière derrière tout ça, pour résumer ça, je ne sais pas si Brahim sera d'accord, je pense que non, comme d'habitude. C'est plus le fait que ce soit un projet imposé qu'un projet négocié. Nous sommes dans ce type de rapport-là. Parce que Trump doit être considéré. Trump est le chef du projet. Oui. Il le revendique lui-même. Il le revendique. Et il est le conseil de la paix à lui tout seul. Tout à fait. Voilà. Et en plus, là où il y aura des problèmes d'ordre technique, ce n'est pas simplement le devenir de Gaza, ce n'est pas simplement la démilitarisation de Hamas, ou le désarmement de Hamas, la sécurité de ses frontières avec Israël et avec l'Égypte, sur Rafah. Il y a plein de questions d'ordre technique qui vont être posées. Et puis cette bande que Israël, que l'entité sioniste revendique comme étant une bande de sécurité, qui est une bande très importante, très large, et dont tout un chacun sait qu'Israël ne la lâchera plus jamais. Sur cette question, Jean Tampon, selon lui. Cette résolution n'est qu'une résolution de plus. Il y en a beaucoup. Il y a des centaines. Mais celle-là, elle est signée Trump. Oui, bon, Trump en a encore pour 4 ans. Il y en a 242. La fameuse. Alors, nous allons regarder quelques images du vote, le fameux vote, et nous revenons à la discussion. With those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/748, please raise their hand. Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows. 13 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. Alors, nous allons enchaîner avec une autre scène, et puis nous allons parler, celle de M. Tebboune, quand il nous parle de la Palestine, lorsqu'il nous a demandé de ne pas nous inquiéter, de lui laisser la question palestinienne à lui. Nous allons la regarder. أول مرة أنتم تلاحظوا فيها في القضية الفلسطينية توجد مدافع شرس عليها في مجلس الأمن وتوحيد المواقف لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. نسعى جاهدين لوضع القضية الفلسطينية في صلب أولويات هذا الحدث الهام. نتخلى على الشعب الفلسطيني؟ قلنا ما نتخلاش، لا في غزة ولا في الضفة ولا في الشتات ولا في القدس ولا في ما نتخلاش أبدا.
القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. القضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. Alors, d'abord, question. Les Algériens sont très attachés à la question palestinienne. Très, très, très attachés. Toute l'Algérie. Quelle réaction pourrait avoir la rue algérienne et les quelques formations politiques un temps soit peu indépendantes, disons, du régime, si tant est qu'elles existent? Si réaction il y avait, elle ne serait pas très proche. Je pense que la réaction se ferait un peu plus tard, si réaction il y avait, bien entendu. Sincèrement, moi, je ne crois pas que le peuple algérien sortirait dénoncer le pouvoir, changer le pouvoir, faire tomber le pouvoir, etc., sur la question palestinienne. Je n'y crois pas. Je suis de l'avis d'Ibrahim aussi. Oui. Oui. Je suis de l'avis d'Ibrahim parce que cette question, elle a été, à la limite, j'allais dire essentialisée presque. Tout à fait. Ça, c'est un. Elle a servi de fonds de commerce. Deux. Bon, je suis heureux du point de vue symbolique d'Alima Omodlouma. Il n'y a pas de souci. Nous pouvons, à la limite, souscrire à tout ça. Mais à un moment donné, il y a la réelle politique et il y a la pression des États. Et là, nous pouvons se dire, il y a des démarches à avoir, il y a une réaction à avoir la plus saine, et rentrer dans une espèce de réelle politique. Parce qu'il y a aussi la crainte, quel que soit le travail que fait actuellement l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, quels que soient les grandes majors qui ont des vues sur un peu nos terres rares, sur nos réserves de gaz de schiste qui paraîtraient sont très importantes. Pardon, si je peux permettre, parce que tu évoques l'ambassadrice américaine à Alger. Oui. La politique étrangère de l'Algérie est élaborée par l'ambassadrice des États-Unis. Qui dit-on, va partout, se mêle de tout. Depuis que Trump est là, il paraît que l'ambassade américaine est devenue c'est elle qui fait la politique de la politique algérienne. Et même dit bonne année en kabyle, en tamazight. Ah bon? Donc finalement, c'est un tout. Méfiez-vous. Ce que je voulais dire, c'est que parallèlement à ça, c'est que je pense que ça a été une réaction, et puis je pense qu'il y a eu une réaction de certaines, de certains États arabes sur cette question. Parce que va se poser ensuite le problème, qui va financer cette histoire-là? Ce n'est pas les États-Unis qui vont la financer. L'Algérie a déclaré qu'elle était prête à... qu'elle participerait aux dépenses de la reconstruction de Gaza. Mais j'imagine que... Mais d'abord, sous quelle forme cette participation. Bon, il y aura ce qu'ils appellent le peace board, mais ensuite, dans le domaine pratique et concret, comment ça va se faire? Qui va financer? Qui va reconstruire? C'est généralement les grandes majors européennes d'abord, et puis celles des États-Unis d'abord. C'est des financements énormes. Ça chiffre par centaines de milliards de dollars. Et ça, c'est un enjeu important aussi. Je ne crois pas que... Les notes, je ne pense pas. On n'est pas taillé encore pour jouer dans cette cour-là. Mais ils vont participer au financement. Cela est certain. Oui, de manière symbolique. Mais reconstruction en faveur de qui? Parce que les Palestiniens sont en train de dire... Nous allons perdre le contrôle de la gestion de notre propre pays. Oui. Et nous connaissons tous les visions un peu riviéristes, quand il parlait de Riviera de M. Trump, qui n'a pas dû abandonner comme ça, du jour au lendemain. Mais simplement, moi je ne crois pas que cette résolution du Conseil de sécurité, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres qui ont toutes échoué, qui n'ont pas été appliquées de façon délibérée. De façon délibérée. Moi, je ne crois pas que cette résolution aura une sortie, permettra une sortie. Ça va prendre du temps. C'est la mise en place de cette transition-là. Non, mais peut-être qu'avec Trump, qui vraiment tient Netanyahou d'une certaine manière, ils se tiennent un peu l'un l'autre par la barbichette, j'imagine. Mais peut-être qu'avec un Trump qui
parvient à s'imposer à un peu tout le monde. Peut-être que pourrait-il, en l'occurrence, profiter de la faiblesse de Netanyahou, de la dégradation universelle du sionisme dans le monde pour essayer d'imposer peut-être un minimum, un SMIC. Je ne sais pas combien j'ai noté, combien cette affaire dure dans les commissions pour régler le problème, etc., date au moins de 1919. 1919, que des commissions se réunissent, prennent des décisions, enquêtent, et pour décider d'un État palestinien, oui, il faut un foyer national, non, d'abord juif qui a eu lieu. Parce que c'est le foyer national juif au départ. C'était prévu même qu'ils les envoient en Ouganda, un pays d'Amérique du Sud, avant d'opter finalement pour la Palestine. En Argentine, etc., etc. Par exemple, on a des commissions qui ont eu lieu, une qui s'appelle la commission Kingram, en 1919, qui n'a eu aucun résultat. Alors qu'on parlait d'une partie du territoire irait aux Palestiniens, une autre partie aux Juifs, etc. Sous le mandat de la Palestine mandataire, me semble-t-il, c'était 53-47 ou 52-48. 52 pour le foyer juif national et 48 pour les Palestiniens. C'était le contraire au début. C'était le contraire au début. C'était le contraire. Il y a eu beaucoup de commissions comme cela qui évidemment intervenaient parce qu'il y avait 2 tiers de Palestiniens et 1 tiers de Juifs. Donc la répartition du territoire. Mais je vais montrer, et ça s'est fait en 1948, comment la première division de la Palestine. Ils ont donné en 1947 d'abord, on a mis la Palestine en damier. Quelle Palestine va-t-il y avoir aujourd'hui ? Avec aussi les revendications territoriales y compris Gaza d'Israël. Ils ont donné une part, la caméra est par là. Une part aux Arabes, comme il disait, aux Palestiniens. Il ne les appelait pas Palestiniens, ils appelaient les Arabes. Une part aux Juifs, une part de l'autre côté aux Juifs, et une part aux Arabes, une autre part aux Arabes, et la dernière aux Juifs, avec Jérusalem au centre, qui est et ouest. Voilà, absolument, est-ouest. Qui est, parce qu'il y a une partie du côté juif, et une autre partie du côté... Elle devait avoir un statut international à l'époque. Comment ? Elle devait avoir un statut international. C'est exactement cela. Zone internationale. Tout à fait. Pardon. Zone internationale. Et puis, ils ont vu que c'était invivable. Il n'y a pas de lien entre les parties accordées aux Juifs et les parties accordées aux les Juifs n'étaient pas d'accord au départ. Oui. Rappelez-moi l'assassinat de ce grand diplomate. Bernadotte. Rappelez-moi le mouvement terroriste juif, comment il s'appelait la Haganah, le Stern. Rappelez-moi la grande déportation à la Nekba. Bien sûr. Les camps de réfugiés qui n'ont plus le droit de revenir sur leur terre. C'est pour ça que... Mais une chose, Brahim Younsi, avant de passer à la suite, qui méritait qu'on en parle un petit peu. Le sionisme, quand il a voulu créer un foyer juif au début, il a été, non pas au nom des légendes, j'allais dire, bibliques, comme quoi c'est la terre qui a été promise par Dieu. Moi, je dis que c'est une légende, quoi que ça m'en coûte. Mais ils l'ont fait parce que la plupart étaient des athées. Les fondateurs de l'idée sioniste étaient des athées. Et aujourd'hui, la plupart des Juifs qui ne pratiquent plus, ou qui ne pratiquent pas tout simplement, se réclament de cette terre comme étant la leur promise par Dieu. Or, les Juifs du monde, les Ashkénazes notamment, tout le monde sait que ce ne sont pas des descendants de Hébreux, de Juifs. Ils descendent de... Rappelez-moi... Les Khazars. C'est des Juifs convertis. Ils ne sont pas en droite ligne des anciens Hébreux.
Or, les vrais descendants des Hébreux, c'est des Juifs séfarades, qui ont essaimé un peu partout, dans les pays arabes généralement, et en Andalousie. Et c'est surtout les Palestiniens actuels, dont on dit qu'ils sont venus d'Arabie, mais qui étaient les descendants des véritables Hébreux, ça veut dire que cette terre leur a été promise par Dieu, et qui se sont convertis par la suite au christianisme, puis à l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des Palestiniens chrétiens et des Palestiniens musulmans et des Juifs hébreux, descendants des premiers Hébreux. Et cette mystification n'a jamais été levée. Et des gens qui sont venus de l'Europe de l'Est, dont les ancêtres n'ont pas été chassés de Jérusalem, comme ils disent, mais qui étaient des Khazars convertis, par la suite convertis. Les Khazars, c'est un peu apparenté aux Turcs, vous vous rappelez, aux Turcs et aux Européens de l'Est, aux Slaves un peu. Mais tout ça mériterait d'être dit. Mais sinon, pour revenir à notre sujet, quel est votre... Donc il y a eu tellement de commissions. Par exemple, il y a eu un mandat sur la Palestine, le mandat du 24 juillet 2022, où on devait faire la promotion du bien-être et du progrès pour les Palestiniens. On le retrouve dans la résolution d'aujourd'hui. D'accord. Comme quoi? Voilà. Le bien-être des Palestiniens, il faut faire le bien-être des Palestiniens, aider les Palestiniens à mieux vivre, à bien vivre, etc. L'éternel esbrouf. Absolument. Et puis, préparer la Palestine à se gouverner elle-même. Ça, c'était en quelle année? En 1922. En 1922. C'est dire que... à l'époque, elle était sous protectorat jordanien. Britannique, déjà britannique. Déjà britannique. Bon. Et en 1938, une autre commission arrive pour régler le problème de la Palestine, la commission Whitehead, et rien non plus, en mai 1939, il y avait, je le disais tout à l'heure, 2 tiers d'Arabes palestiniens et 1 tiers de Juifs, où aucune solution n'a été trouvée dans le partage du territoire revendiqué par les uns et les autres. En 1942, par exemple, à l'hôtel, et c'est là où on va retrouver plus tard Bernadotte, 1942 à Baltimore. Bernadotte qui a été assassiné par le groupe terroriste où était Begin. Oui, le Stern. C'est le Stern. D'accord. À l'hôtel, bon, les Juifs, là, ont revendiqué de façon claire, etc. Et ils voulaient passer à l'offensive militaire, revendiquer un État purement et simplement un État juif. Oui. Un État juif. Et une autre commission, la commission Morrison-Grady, ou dite Morrison-Grady, qui propose, parce qu'il y avait des violences dans ces années-là, d'autant qu'il y avait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale était déclenchée, et puis il y avait le problème des Juifs qui étaient persécutés, etc. Il faut le dire. Donc ils voulaient aller sur une terre de sécurité, de protection, etc. Un asile. Un asile, absolument. Ouais, et une terre plus clémente, on va dire. Absolument. Et cette commission Morrison-Brady, propose qu'il y ait ce que d'ailleurs l'OLP a proposé beaucoup plus tard. L'OLP a proposé cette solution d'un État unifié, d'un État juif et palestinien, etc., dans une république laïque et démocratique. L'OLP l'avait proposé pendant des années, oui. cette république laïque et démocratique. Eux proposaient une fédération provinciale arabe et juive, ce qui rappelle cette république laïque et démocratique. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. En 1946 aussi, un plan est proposé à ce qu'on a appelé la conférence de la table ronde, et puis qui a eu lieu à Londres, et subitement Londres décide de passer le problème, et on sait pourquoi, le problème à l'ONU. Et une fois que l'ONU a pris le problème, toutes les résolutions, bien sûr, si on donnait une petite... À partir de cette date-là, voilà, sont passées à la trappe. Absolument. Les Palestiniens
était quasiment évacuée. Londres, qui avait encore la tutelle malgré tout, avait élaboré un plan de partage, un nouveau plan de partage, un État en arabe et un État juif. Et là, Jérusalem devait avoir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avoir un statut international. Voilà. Le 15 mai 1948, on sait ce qui s'est passé. C'est la proclamation de l'État d'Israël, avec le concours des Anglais, bien sûr, mais aussi des États-Unis qui ont imposé l'État d'Israël. Et on sait que la première guerre je suis désolé de vous interrompre, Ibrahim, parce qu'il ne reste plus de temps. C'est très, très intéressant ce que vous nous dites. Je voudrais juste rappeler aussi que, j'imagine que vous allez nous le dire, que dans ces informations très précieuses, il y a eu la phase aussi de Shimon Peres qui a réussi je dirais, à voler les travaux atomiques à la France du temps même de De Gaulle, avec une collaboration des services, des Sayanim. Il ne l'a pas volé, on lui a donné. Oui, on lui a donné. Moi, j'ai du mal à croire qu'un De Gaulle puisse autoriser ces... Il n'y a pas que De Gaulle. La bombe atomique a joué un grand rôle dans cette équation. Affaire, Dassault a joué un rôle considérable. Si Israël a eu la bombe, c'est grâce à Marcel Dassault. Dassault et les réseaux, surtout l'État profond français, pas simplement De Gaulle. Absolument. Ça a participé. Shimon Peres résidait à demeure en France. Et Dassault a tout donné à la France. C'était la fin des années 50. À la France, il a tout donné à la France ou à la France, à Israël aussi. Oui. Mais Dassault a beaucoup donné à la France. Le premier aviateur, etc. Il a beaucoup donné à la France. Et on lui a fait ce cadeau. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, j'aimerais qu'on aborde un aspect des choses sur cette question. C'est dommage, Ibrahim. J'espère qu'on aura l'occasion de reprendre, parce que vous disposez d'informations vraiment très intéressantes. Mais j'aimerais que nous sortions de ce sujet par un angle très intéressant de mon point de vue, qui est comment ces gens peuvent-ils se conduire ainsi au mépris du peuple algérien, sans tenir compte de ce qu'il veut, sans tenir compte de sa dignité, après avoir promis du haut de je ne sais plus où. Le journaliste était en bas et lui, vous rappelez-vous, il était sur une sorte de balcon. Palestine, comment une telle situation peut être possible sans réaction notable de l'opposition, de la soi-disant classe politique, sans réaction de la rue, sans réaction des gens même qui constituent le pouvoir et qui ne sont pas tous pourris? Comment une telle chape de plomb peut être possible, l'idée? Je vais vous dire une chose, je pense que c'est un tout. On sortait quand même d'un système incarné par Bouteflika à un moment ou à un autre, malgré sa maladie, l'histoire du cadre. Ensuite, il aurait fallu trouver... il y a eu le Hirak aussi, c'est une parenthèse enchanteresse qui avait donné... Pour moi, c'était tant de promesses et pour tant de gâchis, in fine. Gâchis relativement, je veux dire. Pour d'infinies raisons que l'on pourra peut-être discuter plus tard. Moi, je pense que, honnêtement, et sans attaquer ni l'honneur ni la dignité de M. Tebboune, je suis désolé de le dire, il n'est pas fait pour ce job. Il n'est pas codifié pour ce job. Il n'a pas le charisme d'un président. Il ne propose rien. Il n'y a pas de cap. L'écharpe, parce qu'elle étouffe un peu le micro. Voilà. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet économique, il n'y a pas d'avancée sociétale. Il y a une régression, on parle de Soul, on parle d'Al-Batni, on parle d'une régression par le bas. Il décide de... On l'a vu ramper devant le marabout pour qu'il le bénisse. Oui, tout à fait, mais ça, c'est sa culture personnelle. Je crois qu'il est issu d'un islam confrérique. Oui. Donc ça peut s'expliquer, tout ça peut s'expliquer, mais tout à fait respectable. Par ailleurs, je n'ai pas d'avis à donner quand il s'agit de la foi des mais à un tel niveau, aller ramper à quatre pattes pour se faire bénir, pour devenir président... avec un Bouteflika à côté qui lui disait « Allez, va lui faire les pieds ». C'est plus anecdotique qu'autre chose. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que
j'allais dire l'état-major, le chef d'état-major, ses adjoints, ceux qui décident pour ce pays, laissent, comme ils ont laissé Bouteflika dériver. Oui. Et que le pouvoir, le véritable pouvoir réel, était accaparé par le vizir, par son frère et par les autres. Oui. On est dans cette espèce de situation-là. Indépendant de ça, c'est un pouvoir en plus qui brutalise. Tebboune serait l'homme fort par défaut? Oui, c'est l'homme fort par défaut pour moi. Je vais vous dire une chose, j'ai toujours dit, et même dans nos discussions, le sort de M. Tebboune est lié au sort de Senghor. Si l'un saute, l'autre saute. Ça paraît évident. Ils ont un deal à faire, encore. Et pour dire aussi qu'il n'est pas fait pour le job, pour la bonne et unique raison, c'est qu'il manque de culture politique. Dans toute sa carrière a été le produit de nominations. Il doit avoir de l'entre-soi. Ça, c'est évident. Il doit avoir de l'entre-soi. Il connaît tel militaire, il connaît tel ministre, tel premier ministre, tel ambassadeur. Il y a un entre-soi, il se crée. Pour ça, je pense qu'il l'a. Et puis, quand vous voyez l'ensemble de ses conseillers, dans tous les gouvernements, il n'y a pas d'homme d'État, il n'y a même pas de technocrates, ou du moins, on ne nous les présente pas comme étant des technocrates. Nous avons une crise politique et il n'y a pas d'homme politique au sein du gouvernement. Je vous défie, moi, M. Nadir Lalbali, pour qui j'ai beaucoup de camaraderie, je suis désolé, je n'ai pas entendu le son de sa voix. Je trouvais ça normal. Et puis il y a des décisions surréalistes. Il y en a une particulièrement, et je voudrais peut-être la soumettre si un jour vous pouvez nous inviter, c'est l'anglicisation et la non-francisation. Pas forcé, mais c'est une impasse annoncée. Hein, non, mais au-delà de ça, regardez j'allais dire la folie de M. Tebboune. Je dis bien la folie. C'est qu'il n'est pas dans son état normal. Pour la bonne raison que la France en tant qu'empire colonial, l'armée coloniale, ça a condamné, c'est tout ça, on est tous d'accord. Mais la langue française, vous savez ce qu'il fait? Je vais vous dire une chose, deux petites choses. Cette langue française, il y a aujourd'hui 350 millions de locuteurs en langue française. En 2050, ils seront 780 millions dans 80% en Afrique. Le Congo, qui est tiré par des pays... voilà. L'ensemble de la croissance mondiale, en grande partie, sera tiré par l'Afrique. Où seront nos entreprises qui vont aller vers l'Afrique de l'Ouest? Parler avec qui? Ils vont parler en anglais avec un Ivoirien, alors qu'ils auraient... C'est dément, ça c'est un. Deuxièmement, juste une parenthèse. Oui. À plus forte raison que l'Algérie est le plus grand pays francophone réel du monde. Il y a le Congo devant nous. Non, mais nous sommes parce qu'il est dans la francophonie. Oui. Mais les Algériens ne sont pas comptabilisés parce qu'ils ne sont pas. Mais tous les Algériens parlent un tant soit peu de français. Ouais. Mais c'est une langue qui est utilisée par les ministères, qui est utilisée par l'école, par l'université, par les intellectuels. Mais je vous laisse. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à qui dit oui, notre diaspora, ils sont occupés, il faut les inviter à investir. Le pays va bien, etc., etc. La plupart de la quatrième génération d'émigrés ne parlent ni l'arabe, ni le kabyle, du tout. En supprimant la langue française, qui pouvait être un pont entre vos petits-enfants et vous qui rentrez au pays, Inch'Allah, et discuter, pas possible. En plus de l'arabe, donc il y a une rupture. En plus de tamazir. Oui, il ne parle pas ni l'arabe, ni le kabyle, ni le tamazir. Oui. Il ne parle que le français. Et vous supprimez. Ça, et la diaspora. Oui, mais je parle de la diaspora et des enfants de la diaspora. D'accord, oui. Il y a des tas de raisons encore, mais c'est des décisions qui engagent le pays, mais elles ne peuvent pas être prises au sortir d'un café avec... Mais ça s'est fait sur un coup de colère, mais ça parce qu'il fallait donner une leçon à la France qui a reconnu la thèse Maroc. On est d'accord, mais c'est mis en dynamique, c'est ça le drame. Pour angliciser, moi j'applaudirais dès demain, il faut angliciser, bien évidemment. Bien sûr. Il faut angliciser d'abord techniquement, juridiquement, parce que c'est deux écoles différentes. Donc le droit britannique ou anglo-saxon, c'est pas le même que le droit français, le droit des affaires, la terminologie technologique, bien sûr qu'il faut. On est un pays ouvert, notre tradition est une ouverture globale et on arrive à des décisions comme ça. Ça, c'est une des parties de décision où c'est une décision qui est irréfléchie et qui engage des générations et des générations. Et il n'a pas le droit. Point barre. Ibrahim, ces gens qui se permettent tout et qui sont dans une dynamique suicidaire, y compris pour eux-mêmes, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il serait plus utile pour eux-mêmes d'aller dans un processus de véritable démocratisation, sachant
que, y compris dans une transition politique fortement et réellement revendiquée, il faudrait des années pour qu'ils partent, pour que tout s'installe, pour que l'ancien puisse partir, que le nouveau puisse arriver, que les gens soient vraiment légitimés par des scrutins honorables. Il faudrait des années, ça veut dire. Et ils auraient la garantie de pouvoir partir sans être poursuivis, d'une certaine manière, une amnistie, dans une atmosphère d'amnistie générale. Un départ négocié. Voilà, un négocié. Voilà, tout à fait. Voilà. Pourquoi ne sont-ils pas plutôt dans cette dynamique qui leur permettrait de rester encore des années, mais qui ouvrirait de véritables portes et qui garantirait à l'Algérie de ne pas devenir un Titanic en bilan? Tout simplement, pour moi, c'est extrêmement simple parce qu'ils se considèrent comme les tuteurs. Ce sont les tuteurs de l'Algérie. Et ils ne feraient rien, ils ne feront rien. Ils seraient stupides à ce point pour ne pas voir qu'ils vont au mur? Je ne crois pas que ça tienne de la stupidité. Je ne crois pas que ça soit stupide. C'est une position décidée, c'est une position prise de façon consciente. Mais ça ne peut que mal finir. Oui, mais... Ce n'est pas possible autrement. Non, pour eux, non. Pour eux, non. Pour eux, non. Pour eux, les seules ressources aujourd'hui qui leur permettent de tenir, c'est les ressources hydrocarbures. Mais oui, évidemment, justement. Donc ils sont un peu sur le fil du rasoir. Il suffirait qu'il y ait un bouleversement dans le risque d'arriver. Oui, évidemment. Oui, mais ils ont d'autres, disons, moyens de se retourner, si j'ose dire. Parce qu'ils ont fait une faute politique et diplomatique extrêmement grave et que nous commençons à payer. Et que nous allons payer un peu plus gravement encore. C'est-à-dire d'être rentrés, j'allais dire même en guerre, contre la France. La France était notre base d'équilibre sur le plan mondial, qu'on le veuille ou non. Oui. Comme le disait tout à l'heure Idir, c'est la francophonie, l'Algérie c'est la francophonie, qu'on le veuille ou non. Même si elle ne fait pas partie. Etc., etc. Et puis sur le plan diplomatique, on le voit aujourd'hui, le reflux diplomatique de l'Algérie. Oui. Un reflux extraordinaire. Absolument. L'Algérie n'a jamais été aussi isolée. Et non seulement Tebboune, moi je ne vais pas incriminer ses conseillers diplomatiques, s'il les écoutait déjà. Je ne crois pas qu'il les a écoutés. Je pense que chacun a dû faire une fiche pour dire les avantages et les inconvénients de partir d'Alger. Dans cette direction ou l'autre. Oui, voilà. Mais de partir sur Moscou en ne passant pas par Paris. On l'avait évoqué à l'époque. Oui, absolument. Je m'en rappelle. Oui, on a dit que ça allait produire la catastrophe. Qu'est-ce que ça lui coûtait de passer dire bonjour et il n'hypothéquait pas la souveraineté de l'Algérie. S'il pensait hypothéquer la souveraineté de l'Algérie, ça veut dire que c'est... Et en même temps, il a mis en danger tous les barons du régime qui ne peuvent pas se passer de la France parce qu'ils y ont planqué leur argent, leur famille, leur avenir, leur base arrière. Ça risque de changer, ça, monsieur. Ah oui, ça risque de changer parce que... vous allez avoir le mot de la fin. Je vous laisse juste finir et je donnerai le mot de la fin parce qu'il ne reste plus de temps. Il y a un lien, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est pour nos intérêts. Oui, bien sûr. C'est pour les intérêts de l'Algérie. L'Algérie est aujourd'hui... il n'y a pas d'amis en politique, il n'y a que des intérêts, comme on dit. Absolument. Et l'Algérie est aujourd'hui une île. Oui. C'est une île. Isolée de partout. Oui, mais c'est une île. Et il y a un lieu organique entre Alger et Paris, qu'on le veuille ou non. Oui. Idir, le mot de la fin en 1 minute. Ah ben, pas grand-chose après ce que vous avez dit avec Brahim et vous. C'est que pour notre diplomatie, c'est vrai qu'elle est en reflux. Nous sommes un peu isolés. Nous payons les conséquences et les inconséquences d'une mauvaise politique qui s'est traduite par de mauvais choix stratégiques. Il est inconcevable que ce qui se passe au Mali, bien que nous soyons observateurs et peut-être à la limite derrière un observateur impliqué d'une certaine manière,
Mais toutes ces questions-là, elles auraient dû être traitées en amont. Je me rappelle, avec Brahim, on avait dit sur votre plateau, monsieur Ben Chenouf, pour arriver à être reconnu comme une, pas puissance, mais stable, producteur de stabilité, productrice de paix, il faut d'abord assainir toutes les relations avec tout notre entourage. On ne peut pas être dans un équilibre précaire. Et Brahim et moi avons dit à l'époque, il ne peut pas aller en Russie en laissant une situation à nos frontières qui est très chrysogène. La preuve que ça nous a donné les BRICS et la déclaration de M. Lavrov. Absolument. Les critères d'adhésion, c'est la capacité des pays à être stables et à influer dans leur surface, dans leur environnement immédiat, et donc ça nous a fait faire. Voilà, si on peut appeler ça un mot de fin. Et dire au Nour, merci beaucoup, Brahim aussi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.